Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Alors cette fois-ci, c'est pas le soir. Voilà, cette fois-ci, on est dans la matinée. On est avec Yorick de Montbine que vous avez déjà vu avec nous dernièrement. Voilà, on l'avait reçu. On avait parlé de Bitcoin. On avait parlé de l'école autrichienne d'économie. On avait parlé de Milley, des lois antitrust, etc. Donc je vous remettrai le lien de cette première vidéo si vous voulez la regarder. Donc pour rappel, Yorick est conseiller référendaire à la Cour des comptes et une des Conseiller figures maître maintenant. maintenant, j'ai été promu. Ah, J'ai changé de grade. bravo, conseiller maître, c'est ça? Ouais. Et donc bah, tu es également devenu une figure de l'écosystème Bitcoin francophone. Voilà, maintenant, ça fait un moment qu'on te voit dans diverses conférences, dans diverses émissions sur YouTube, etc., différentes interventions sur le sujet. Voilà, tu en fais beaucoup. Et donc aujourd'hui, on va parler de Bitcoin sous un angle qui, moi, me tient à cœur. C'est Bitcoin comme un outil éducatif citoyen. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le voir parce que je considère que le premier intérêt de Bitcoin n'est pas financier, n'est pas pécunier, n'est pas lié à l'investissement. Son premier intérêt, c'est de conscientiser les gens sur des tas de sujets centraux de nos sociétés auxquels bien souvent on ne s'intéresse pas avant Bitcoin. Et donc, c'est des sujets sur lesquels on ignore plein de choses. Il y a des tas de choses dont on n'a pas conscience. Et quand on commence à s'intéresser à Bitcoin, eh ben on en vient inévitablement à s'intéresser à ces sujets-là. Et c'est là, je dirais, qu'il y a quelque chose de l'ordre de Matrix, hein. Comme Neo, on sort de la matrice au moment où on découvre, au moment où on découvre certaines choses. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Et donc, voilà, vraiment, s'intéresser à Bitcoin vous aide à mieux comprendre le monde dans lequel on vit et comment il fonctionne. Et c'est un petit peu sous cet angle-là que je voulais aborder le sujet aujourd'hui. J'aime bien Euh, l'approche, je trouve que c'est une idée intéressante. Moi, ça me tient à cœur parce que j'essaye modestement de contribuer à faire mieux connaître Bitcoin. Et donc, ce que tu dis, effectivement, c'est que faire mieux connaître Bitcoin permet de mieux connaître le monde dans lequel on vit. Après, je ne sais pas si je dirais que c'est le premier intérêt de Bitcoin, mais en tout cas, c'est un intérêt, enfin, c'est une de ses fonctions principales. Pour moi, le principal intérêt de Bitcoin, c'est de changer le monde pour le meilleur. Et effectivement, changer le monde, ça nécessite notamment de comprendre le monde. Et Bitcoin, comme tu le dis, permet de découvrir des choses dont on n'avait pas idée sur le monde dans lequel on vit. Bah ouais, et une des choses que j'ai découvert notamment en m'intéressant à Bitcoin, c'est la place absolument centrale et fondamentale de la monnaie en fait dans notre monde, dans nos systèmes, dans nos sociétés. Et bah, finalement, étant donné que Bitcoin s'attaquant au sujet de la monnaie, bah, c'est finalement pas un hasard en fait que Bitcoin nous apprenne le fonctionnement de notre monde, puisque justement il s'attaque à ce sujet central qu'est la monnaie. Et du coup, Tout à fait, ouais, tout à fait. je- Et l'aspect révolution monétaire, d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a intéressé en premier dans Bitcoin. Ouais. Ouais, et moi je considère du coup aussi que l'opposition qu'il peut rencontrer par un certain nombre de personnes, mais notamment voilà, une bonne partie de la classe politique, les banquiers centraux, etc. euh, moi je considère que c'est pas uniquement parce que Bitcoin vient titiller ce sujet monétaire qui aujourd'hui est bah, le précaré de ces gens-là, mais c'est aussi parce que justement, il y a ce côté conscientisation des gens sur des sujets
sur lesquels, tant qu'on ne connaît pas un certain nombre de choses, on ne peut pas avoir une vision plus éclairée de ce qui se passe autour de nous, des décisions qui sont prises politiquement et des conséquences à long terme pour le pays, pour son économie, pour nous. Voilà. Et étant donné qu'il y a cet aspect fondamental de la monnaie chez Bitcoin et en plus ce côté je vais rendre je vais rendre les citoyens, les individus plus éclairés parce que en étant là, en existant, je les oblige entre guillemets ou je les amène à en apprendre plus sur des sujets fondamentaux. Voilà, ces deux éléments-là sont, à mon avis, voilà, la cause de l'opposition qu'il peut rencontrer. Et donc, justement, commençons par que nous apprend Bitcoin sur la monnaie. Alors ça, c'est une question vraiment très vaste, hein, mais je voulais juste rebondir sur ce que tu disais sur l'intérêt de comprendre mieux ce qu'est la monnaie. Euh, Parce que finalement, c'est très difficile à imaginer l'importance de la monnaie dans nos sociétés et dans l'économie. Enfin, c'est à la fois très facile et très difficile. C'est très facile parce qu'intuitivement, on voit bien que la monnaie est partout, on s'en sert tous les jours, on pourrait rien faire sans la monnaie. Voilà. Mais on n'a pas idée du nombre de sujets sociaux, culturels, politiques et économiques qui sont surdéterminés par la monnaie. Quand on dit la monnaie, c'est quoi? C'est quelle chose sert de monnaie, qui décide de quelle chose doit servir de monnaie et qui a un pouvoir sur le rythme d'émission de la monnaie. En fait, c'est un peu ces trois éléments. Et sur ces trois éléments, on est incité à ne pas poser de questions. Et oui, Rien moi je dans dis, notre système moi, éducatif ne nous prépare à réfléchir là-dessus, à nous poser des questions là-dessus. exactement. Et moi je dis souvent, c'est quand la dernière fois qu'on vous a demandé de voter enfin, par rapport à la monnaie, par rapport à la politique monétaire. On nous demande, on n'est jamais consulté sur ce sujet-là. Jamais. C'est vraiment le leitmotiv de notre monde politique sur la monnaie, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Exactement. Ne posez pas de questions, On s'occupe de tout. on est en charge, on s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Et en fait, aujourd'hui, justement, les gens commencent à s'inquiéter et ils commencent à poser des questions sur la monnaie. Qu'est-ce que la monnaie vraiment? Est-ce que la monnaie qu'on utilise est bien gérée? On nous propose de nouveaux changements de monnaie. Pourquoi? Est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Bon, et alors c'est sûr que Bitcoin et les cryptos arrivent et en fait stimulent cette réflexion. Et plus on réfléchit à Bitcoin, et plus on se pose des questions sur la monnaie, et plus on comprend que la monnaie surdétermine tout et permet d'expliquer des tas de choses qu'on comprend mal si on ne s'intéresse pas à la monnaie. Il y a plein d'éléments, comme par exemple l'explosion des inégalités sociales, ou les cycles économiques, ou l'accroissement de l'intensité et des dégâts des guerres au XXe siècle. Voilà, il y a plein de sujets comme ça. Si on ne prend pas en compte la monnaie dans la grille explicative, dans l'analyse, dans l'étude, en fait, on passe souvent à côté d'une énorme partie du sujet. Et moi, je suis fasciné de voir effectivement que de plus en plus de gens, grâce à Bitcoin, font des liens entre ces sujets, entre la monnaie, les questions sociales, les questions économiques, les questions politiques. Euh, et, euh, et Bitcoin, en fait, est un coup de pied dans la fourmilière là-dessus. C'est vraiment un outil qui éveille. Alors, on peut prendre des exemples, peut-être, si tu veux. Ouais, tout à fait. Alors, avant de parler de ces exemples, moi j'ai envie de partager dans le chat. Je vais le faire tout de suite. Je vous partage le lien d'une vidéo qui rejoint ce que tu disais sur les cycles. Je pense que tu as dû entendre parler de cette vidéo. C'est Changing Order de Ray Dalio. Il a écrit un bouquin là-dessus. Donc Ray Dalio est un financier américain. Donc il a écrit un bouquin et il y a une vidéo sur YouTube qui fait trois quarts d'heure et vraiment qui est
qui est époustouflante de limpidité et de simplicité, parce qu'en 45 minutes, globalement, il vous explique le fonctionnement du monde et les fameux cycles sur, je crois que c'est sur 500 ans. Sur 500 ans, il a étudié un petit peu l'histoire. Et en fait, il explique que sur cette longue période, bah, on observe en fait toujours les mêmes cycles, donc des cycles de domination du monde par une nation. Et donc, systématiquement, cette domination du monde par ces nations se caractérise notamment par le fait que bah, la monnaie de cette nation-là devient la monnaie mondiale. Et donc, il explique que bah, il y a une phase, chaque cycle a la même structure, une phase d'ascension où cette nation monte petit à petit, atteint son top, et puis ensuite commence lentement à décliner. Et il montre que le déclin commence à partir du moment où cette nation qui est devenue la première puissance mondiale, eh ben, commence à jouer avec sa monnaie. Et à abuser du pouvoir de sa monnaie qui est devenue la monnaie, la monnaie mondiale. Et donc il montre ça avec les Espagnols, avec les Portugais, avec les Hollandais, avec les Britanniques, aujourd'hui avec les États-Unis. Et donc la Chine qui est en train de monter. Donc voilà, dans les différents cycles, il montre que à un moment, il y a un croisement entre la phase de déclin de la puissance qui était à la première place et puis la phase d'ascension de celle qui est en train de lui ravir cette fameuse première place. Et il explique que cette zone de croisement coïncide souvent avec des guerres. Et donc, bah, on est en plein dedans. Tu en as parlé aussi du coup des guerres. Et donc voilà, vraiment, il explique ce système de cycle et montre que c'est lié à la monnaie. La monnaie joue un rôle central dans ce phénomène cyclique. Et c'est aussi pour ça, finalement, qu'on retrouve de la cyclicité bah, sur les marchés, et notamment celui des cryptos. Hein. Finalement, il n'y a pas de hasard. Il y a beaucoup de choses qui sont cycliques dans notre existence et dans notre fonctionnement en fait, d'êtres humains. Et puis même de la nature, hein, ouais, il y a des cycles partout autour de nous naturels. Et donc voilà, vraiment cette vidéo est Ray Dalio, super c'est quelqu'un intéressante. d'intéressant, effectivement. Moi, je ne l'ai pas lu en détail, hein, mais je sais qu'il est intéressant et qu'il fait de l'excellente pédagogie. Et là, ce que tu décrivais à juste titre, c'est les cycles de la puissance politique et économique. Et puis ensuite, tu as parlé des cycles sur les marchés. Donc là, c'est plutôt des cycles financiers. Mais moi, ce que j'évoquais, c'était pas ça, c'était autre chose. C'était les cycles d'affaires. Les cycles économiques, ce sont des cycles conjoncturels, les cycles de l'activité économique. Donc, et la monnaie joue un rôle sur, effectivement, sur tous ces types de cycles. Donc, sur Red Dalio, c'est très juste, hein. Il y a des empires qui se forment et qui s'effondrent, en partie liés au sujet monétaire. Mais les cycles économiques, c'est autre chose. C'est la théorie autrichienne, en fait. C'est l'idée qu'une augmentation de la masse monétaire va engendrer un boom économique à court terme, mais créer des déséquilibres qui, en se retournant, à l'occasion de retournements de confiance, créent des crises économiques et sociales gravissimes. Et qu'on peut interpréter une bonne partie des fluctuations économiques de long terme par cet élément. Et donc ça a été à la fois théorisé et observé d'un point de vue empirique. Ça vient de von Mises au début du XXe siècle. Ensuite, Hayek a eu le prix Nobel pour ça en 73. Et on le voit régulièrement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une crise qui arrive, les pouvoirs publics considèrent que politiquement, il est impossible de laisser faire la crise, parce que le coût social et politique est intenable. Il y a une explosion du chômage, les électeurs ne sont pas contents et risquent de voter pour les adversaires. Et donc, il y a un consensus politique instantané qui se fait pour que euh, on relance l'activité économique par des injections budgétaires qui elles-mêmes vont avoir besoin d'injections monétaires, Ouais, donc finalement, en fait, stimulées par la Banque centrale qui va s'arranger pour faire baisser les taux d'intérêt et permettre que l'État et la puissance publique s'endettent à moindre coût. Et donc ces nouvelles injections monétaires en fait, consiste à éteindre l'incendie en jetant de l'huile dessus, c'est-à-dire en réactivant le mécanisme qui était à la source
du cycle économique. Ouais, c'est Et ça, donc, ne on fait que règle pas le créer des problème, déséquilibres de plus en plus gros, ouais, au lieu voilà. de régler le problème. Voilà. On règle pas le problème, en fait, on alimente le phénomène finalement. Voilà, et ça, c'est permis par le système monétaire actuel, dans lequel il y a un monopole de l'émission monétaire que la puissance publique s'est octroyée en le déléguant aux banques commerciales et avec un système de cours légal qui fait qu'on n'a pas le droit de refuser en paiement d'une dette la monnaie qui est décrétée par la puissance publique. La Ouais. conjonction de ces deux aspects, monopole de l'émission monétaire et cours légal, fait que la puissance publique peut tripatouiller le rythme d'émission monétaire à son profit et donc contribuer à créer ce style de cycle économique. Ce qui était beaucoup plus difficile sous les talons or et ce qui est en fait pratiquement impossible quand la monnaie est une commodity monnaie, c'est-à-dire une monnaie marchandise, une monnaie qui ne peut Matière pas créer première. ses limites. Ce qui est le cas du Bitcoin. Et donc, Eh dès qu'on oui. commence à s'intéresser à Bitcoin, on se dit, tiens, ça, si ça devient une monnaie, ce sera une monnaie, ce sera une sorte d'or en fait, ce sera de l'or numérique. Donc, les pouvoirs publics n'auront pas ce levier monétaire et donc ils ne pourront pas régler certains problèmes à court terme, mais ils ne pourront pas surtout créer des problèmes majeurs tels que les cycles économiques. Donc, Oui, c'est un parce que des exemples les plus frappants de la vertu éducative de Bitcoin là-dessus. Oui, parce que quand on regarde un peu l'histoire des crises, des crises économiques ou des crises inflationnistes, en fait, elles sont toutes très récentes à l'échelle de l'histoire de nos civilisations, en fait. Toutes ces crises-là sont relativement récentes et du coup, ouais, comme tu le disais, liées à la monnaie. Notamment débridée, hein, sans aucun rattachement à quelque chose de physique, de limité. Et donc c'est ça aussi, oui, qu'on apprend en s'intéressant à Bitcoin et à la monnaie. Autre chose aussi qu'on apprend, c'est que effectivement, la puissance publique s'est arrogé un pouvoir énorme en ayant la main sur la monnaie, mais la monnaie à la base est une création spontanée de la société et des agents économiques. À la base, c'est pas quelque chose qui vient de la puissance publique, d'une entité comme l'État. En Euh, fait, il y a un débat là-dessus. ouais, Il je y a sais qu'il y a un débat, effectivement, ouais, je sais qu'il y a beaucoup de débats là-dessus et que beaucoup de gens considèrent que non, non, pas du tout, la monnaie a toujours été créée voilà, une forme d'entité comme ça, collective, qui prend des décisions pour la collectivité, qui représente, etc., et que ça vient pas du tout spontanément des agents économiques qui, à un moment donné, se mettent d'accord sur, bah voilà, cet objet-là a de la valeur ici, mais aussi, je ne sais pas, à l'autre bout du pays, voilà, et aujourd'hui ou dans 10 ans. Et donc, voilà, on est d'accord pour que ça, ce soit notre moyen d'échange pour commercer. Oui, il y a tout un débat là-dessus. Il y a des économistes, notamment le courant qu'on appelle le chartaliste, qui vient d'un économiste du début du XXe siècle qui s'appelait Knapp, qui a écrit la théorie étatique de la monnaie et qui consiste à dire que c'est en fait les États qui ont créé les monnaies et notamment en imposant le paiement des impôts dans la monnaie qu'ils ont décrétée. Et puis, Oui, ça a été ensuite recyclé. Keynes aimait bien cette théorie. Donc, il l'a popularisée. C'est lui qui a incité à traduire Knapp en anglais. Ensuite, il y a eu au milieu du XXe siècle un économiste qui s'appelait Abba Lerner qui a écrit un article assez connu intitulé La monnaie, la créature de l'État. Donc, c'est une expression qui est restée. Et puis aujourd'hui, c'est une expression, enfin, c'est une théorie qui est très à la mode dans ce qu'on appelle la théorie monétaire moderne, la MMT qui dit qu'en fait, voilà, comme la monnaie est une créature de l'État, qu'elle a été inventée par l'État, imposée par l'État, l'État devrait pouvoir l'utiliser sans limite, à sa guise, pour des motifs tout à fait louables, euh, des motifs sociaux, environnementaux, etc. Et puis, c'est une théorie qu'on a trouvée aussi chez David Graeber, qui est cet anthropologue qui a écrit un livre très important sur l'histoire de la dette depuis 5000 ans. Euh, Lui, il s'est beaucoup inspiré de ces théories-là pour dire que voilà, la monnaie, qui était d'ailleurs pas un moyen d'échange, mais plutôt une unité de compte à l'origine, a été imposée par les États
Et lui, il trouve que c'est dommage et il disait il faudrait supprimer la monnaie et puis supprimer les États aussi. C'était un anarchiste de gauche. Euh, et en fait, toutes ces théories-là sont complètement réfutées par les économistes, notamment autrichiens, qui montrent d'un point de vue théorique et d'un point de vue historique que ces analyses en fait sont très faibles. Elles ne correspondent pas du tout à la réalité. Et en fait, Bitcoin nous en donne une illustration, c'est-à-dire qu'on est en train de Eh voir oui. quelque chose qui n'est pas encore une monnaie au sens strict, puisque c'est pas un moyen d'échange généralement accepté, Ouais. généralement Ouais, utilisé. toi, tu parles souvent de monnaie en devenir. Voilà, c'est une monnaie en devenir, c'est quelque chose qui est en train de devenir une monnaie. Et qui, sous nos yeux ébahis, on a quelque chose qui n'a pas été inventé par l'État, qui est en train de devenir une monnaie. Et donc, ça contribue à affaiblir d'autant plus la thèse de tous ces gens qui disent que la monnaie ne peut pas surgir sans l'aide de l'État. Bah, on pourrait dire que nos monnaies, on va dire nos monnaies modernes, ont été effectivement créées par des États, par des entités publiques, mais la monnaie, voilà, un Oui, instrument oui. d'échange sur lequel on se met d'accord pour, voilà, ça, est-ce que c'est un État un jour qui a dit, bah tiens, plutôt que de faire du troc, ce sera plus facile de prendre Hmm. un médium qu'on va s'échanger, voilà, qui sera beaucoup plus simple, qui facilitera les échanges, etc., et qui du coup permettra la prospérité, parce que tu nous l'avais rappelé lors de ton premier passage avec nous, enfin, nos économies ne sont jamais aussi, enfin, l'être humain n'est jamais aussi prospère que lorsqu'il échange, que lorsqu'il commerce. Et donc, bah, si on a quelque chose pour faciliter ça, eh ben, on amplifie d'autant plus le phénomène. Alors, il y a aussi un débat sur l'idée que tu viens de décrire, sur le fait que les individus sont plus prospères s'ils échangent d'un point de vue commercial. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la nostalgie d'une espèce de société un peu idéalisée, primitive, qui n'a probablement jamais existé, où il n'y avait pas d'échange marchand et tout n'était que don et contre-don, pour reprendre un titre célèbre. Et en fait, c'est largement du fantasme. Euh, Très tôt, les humains ont effectivement compris que l'échange commercial était un levier de prospérité majeur. Et ça a été quelque chose de naturel. Et la monnaie est arrivée pour faciliter ça. Mais je voudrais rebondir sur autre chose que tu as dit qui était intéressant. À mon avis, tu as raison de distinguer l'institution de la monnaie, l'invention de la monnaie, et les monnaies d'aujourd'hui. Tu disais que les monnaies d'aujourd'hui, on peut dire qu'elles ont été inventées par l'État. Mais c'est vrai seulement à moitié. Parce qu'ils n'ont pas dit, tiens, je vais dire que telle chose est une monnaie, comme ça, à partir de rien. Il y a eu un continuum, une évolution sur plusieurs siècles entre l'or et l'euro. L'euro n'a pas été créé à partir de rien, il a été créé à partir des monnaies nationales. Et les monnaies nationales, à l'origine, elles étaient des représentations d'une certaine quantité d'or. Mais ce lien avec l'or a été en fait progressivement effacé par petites étapes, mais ça n'a été possible que parce que c'était progressif. Et si ça n'avait pas été le cas, les États n'auraient jamais pu inventer une chose et dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, ça c'est la monnaie. Eh oui. Donc il y a toujours dans les monnaies actuelles le résidu, une sorte de résidu mémoriel, imaginaire, inconscient de leur lien avec l'or. Et le fait que on fait toujours confiance dans ces monnaies pour les utiliser, n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce lien avec l'or à l'origine. Et l'or, ce ne sont pas les États qui l'ont inventé. Donc, Eh ben si on non, on est veut, bien d'accord. voilà. Mais moi, ce que tu viens de dire, moi, me rappelle le, l'objectif d'inflation des banques centrales. Parce que du coup, voilà, il y a autre chose aussi qui est intéressant à découvrir quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, c'est que le mandat de la BCE, c'est normalement la stabilité des prix. Or, qu'est-ce qu'on découvre quand on s'intéresse à tout ça? Bah, c'est que leur définition de la stabilité, c'est 2% d'inflation par an. Ah oui, c'est stable puisque c'est toujours 2%. Mais par contre, l'impact sur la valeur de la monnaie, il est pas du tout à long terme, il est pas, c'est pas, il n'y a pas du tout de stabilité.
Et donc, ça me fait penser à ça quand tu disais c'est progressif. Parce que bah, là, c'est pareil, en fait. Si on avait une inflation qui était trop brutale, et on l'a vu d'ailleurs, dernièrement, quand c'est trop brutal, bah, ça se voit. Ça se voit Exactement. beaucoup plus, ça saute aux yeux, et donc ça fait Et réagir. Par et contre, le quand système c'est s'effondre plus vite quand c'est très brutal. oui, c'est ça, exactement. Et alors que là, 2% par an, bah, on va dire que c'est relativement invisible à qui ne fait pas attention, n'y prête pas attention, alors que bah, pourtant, quand on prend un petit peu de recul, bah, on s'aperçoit que oui, au niveau du pouvoir d'achat, bah, il y a bien une érosion. Il suffit de se rappeler, là, ces derniers mois, j'ai vu passer plusieurs publications des gens qui retrouvaient des vieux tickets de caisse ou des vieux prospectus de grandes surfaces alimentaires, par exemple, et en fait, qui regardaient les prix et qui comparaient à aujourd'hui. Et bon, bah, c'est flagrant, voilà, les prix ont augmenté. Ce qui m'amène à une autre chose aussi qu'on apprend quand on s'intéresse à Bitcoin, c'est que c'est pas le prix de Bitcoin qui monte. Ou c'est pas le prix c'est pas ou plutôt enfin, le prix ou la valeur surtout. La valeur, c'est pas la valeur de Bitcoin qui monte ou la valeur de l'or qui monte. C'est la valeur de nos monnaies qui baisse, en fait. Et c'est ça qui fait que le prix du Bitcoin monte et le prix de l'or monte. Et d'ailleurs, quand on s'intéresse à la corrélation entre l'évolution du prix de l'or ou de Bitcoin et l'évolution de la masse monétaire, bah, on observe une certaine corrélation, hein. Plus il y a de monnaie en circulation qui est créée et donc plus on dévalue ces monnaies-là, bah, plus des actifs comme l'or et le Bitcoin voient leur prix monter. Mais c'est pas parce que leur valeur change, c'est parce que la valeur de nos monnaies baisse. Donc, bah, il faut une quantité de ces monnaies de plus en plus importante pour pouvoir s'acheter ces actifs-là. Oui, oui, et cette stabilité des 2% d'augmentation des prix qui sert de stabilité des prix pour les banques centrales, comme tu dis, il y a une apparence de stabilité, mais ça n'est qu'une apparence parce qu'il y a un effet cumulatif et il y a un effet boule de neige. C'est ça qui contribue à expliquer l'augmentation exponentielle du prix du Bitcoin, qui est en fait la dépréciation exponentielle de la monnaie fiat. Et on est en train d'entrer dans cette phase où la crise de confiance risque aussi de devenir exponentielle pour les années, pour les monnaies fiat. Et historiquement, on voit que ce sont dans ces phases-là que l'hyperinflation démarre. Donc, on est encore, semble-t-il, très loin d'une phase d'hyperinflation pour les monnaies fiat des pays développés, hein. Mais on ne peut pas exclure totalement que ça arrive un jour quand même. Euh, et le prix du Bitcoin sera un symptôme de cette évolution et il sera présenté comme une cause, à tort, probablement, parce que les États chercheront des boucs Un bouc émissaires, émissaire, eh oui. des raisons pour expliquer pour détourner l'attention sur leur propre incurie. Et puis sur le fait que ce que tu disais, le phénomène de l'inflation est quelque chose de récent et il vaut mieux que la dépréciation de la monnaie soit progressive. On a des exemples historiques très rares avant le XXe siècle d'hyperinflation, mais ils sont très intéressants parce que c'est souvent des cas où la puissance publique a essayé d'imposer une monnaie à partir de rien, une monnaie fiat. Et les très rares exemples qu'on connaît sont en fait catastrophiques. Ils sont bien documentés. Il y a évidemment l'exemple des assignats en France, où quelque chose qui n'était pas fait pour être une monnaie a été imposé comme une monnaie par les pouvoirs publics et ensuite ils se sont mis à en émettre sans limite et en quelques mois tout s'est effondré avec de l'hyperinflation, probablement le premier cas majeur d'hyperinflation à l'ère moderne. Et puis, il y a au 18e, au 19e siècle aux États-Unis des exemples assez frappants, hein. Euh, les Continentals, les Territorial Mandates, les Greybacks, les Greenbacks, tout ça, ce sont des, des, des titres monétaires qui ont été imposés par les pouvoirs, les politiques à l'échelon local et qui à chaque fois ont engendré une hyperinflation et une disparition de la monnaie en quelques mois.
Et ça, c'est intéressant parce que ça n'est pas enseigné. Pour revenir à notre sujet éducatif, Ah, voilà. Alors, tu vois, ça, du coup, ça ça m'amène n'existe à. pas dans aucun livre d'histoire au collège et à l'université. C'est seulement quelques rares spécialistes qui s'intéressent à ça. Alors, C'est ça m'amène volontairement à. occulté. Du coup, ça m'amène à d'autres sujets. Notamment, bah, qu'est-ce que Bitcoin nous apprend sur l'éducation financière et économique ou sur l'économie. Donc, bah, voilà, notamment ce que tu disais là, c'est-à-dire que bah, il y a des choses qui ne nous sont pas enseignées, qu'on ne nous apporte pas. Alors que ce C'est soit. assez choquant. C'est assez choquant dans un système qui se veut démocratique, fondé sur l'idéal des Lumières, d'émancipation individuelle par la connaissance, et tout ça. En fait, quand on voit l'exemple de la monnaie, on se demande si tout ça n'est pas une espèce de vaste mythe. C'est-à-dire qu'une des choses les plus importantes de notre société, la monnaie, fait l'objet d'une occultation systématique dont on peut se demander si elle n'est pas volontaire. Alors, c'est pas une théorie du complot consistant à dire qu'il y a trois Gus qui ont décidé ça dans leur coin, mais c'est un système qui s'est mis en place parce qu'il répond à des intérêts. Il y a des intérêts immenses qui profitent de l'ignorance de la population sur les sujets monétaires, et donc cette ignorance est entretenue. Voilà. Et donc, Bitcoin arrive et torpille tout ça, et incite les gens à se poser des questions. Tiens, une monnaie peut émerger sans être créée par l'État. Tiens, une monnaie peut être désinflationniste et être adoptée spontanément par les gens. Tiens, une monnaie peut exister en quantité limitée et inspirer confiance. Tout ça, ça brise complètement les idées reçues qu'on s'est, voilà, auxquelles on s'est habitué par ignorance. Ouais, j'ajouterais aussi une monnaie peut être totalement numérique et digitale et pour autant avoir de la valeur pour des gens en tout cas. Parce que, alors ça c'est pareil, tiens, ça c'est un grand débat. Euh, euh, Valeur intrinsèque ou pas? Ou bien est-ce que la valeur finalement c'est quelque chose de subjectif chez chacun d'entre nous? Chacun d'entre nous décide d'accorder de la valeur à telle ou telle chose et il se trouve que bah, sur certaines choses, on aboutit à des consensus plus ou moins larges qui font que voilà, on se retrouve de façon plus ou moins ouais, de façon plus ou moins consensuelle Hmm. sur certaines choses, voilà, comme l'or. Voilà, l'or, c'est quelque chose qui a de la valeur et donc on va décider de stocker de la valeur avec ça de éventuellement l'utiliser comme monnaie pendant toute une partie de notre histoire. Voilà. Est-ce que la valeur, c'est un phénomène euh, subjectif qui dépend de chacun, chacune, parce que bon, voilà, il y a des gens qui accordent de la valeur à, je sais pas, des Lego et qui en font la collection, des timbres, etc. On accorde tous de la valeur à un certain nombre de choses, mais il se trouve qu'il y a certaines choses sur lesquelles il y a des consensus assez larges. S'intéresser à Bitcoin, c'est aussi s'intéresser à ça. Est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque? Est-ce que toute chose a une valeur intrinsèque? Ou est-ce que finalement la valeur, bah, c'est un concept finalement humain. C'est l'humain qui accorde de la valeur à quelque chose. Ouais, c'est vrai, c'est Euh, juste. Et effectivement, une des manières dont on se rend compte que Bitcoin nous incite à réfléchir à la question de la valeur, c'est nos discussions avec des non-Bitcoiners. Puisqu'en fait, en général, une des premières remarques qu'on entend de la part des non-Bitcoiners, c'est, mais ton truc là, le Bitcoin, ça n'a pas de valeur intrinsèque. Ça n'a pas oui, de valeur en soi, ça ne repose sur rien. D'où la question, mais qu'est-ce que la valeur intrinsèque? Et qu'est-ce que ça veut dire reposer sur quelque chose? Et là, bah, en fait, chacun peut se faire son opinion, hein. Mais ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à ça, de confronter les différentes théories qui existent et de découvrir des théories que personne ne nous a enseignées, alors qu'en fait, elles sont quand même intéressantes. Et évidemment, moi, la théorie qui me paraît la plus convaincante sur ces sujets, c'est la théorie autrichienne, qui dit qu'il faut distinguer valeur et prix. La valeur, c'est subjectif, c'est ce que chacun attribue comme intérêt à une chose.
cette chose peut avoir des qualités objectives. Des qualités objectives, par exemple, bah, l'or, ça a une qualité objective qui est d'être dur et Voilà, difficile inoxydable. et impossible à corrompre. Et ça, c'est une qualité objective, et chacun attribue plus ou moins de valeur à cette qualité. Et ensuite, dans la confrontation avec autrui, il peut y avoir un prix qui se forme si on a envie d'échanger cette chose contre une autre chose. Et ensuite, il peut y avoir un prix de marché en agglomérant les prix toutes les actions individuelles. Et ensuite, il y a l'usage non monétaire d'une chose qui peut être une monnaie ou qui peut être en train de devenir une monnaie. Souvent, on confond la valeur intrinsèque et l'usage non monétaire. Moi, j'aime pas l'expression valeur intrinsèque parce que elle semble indiquer qu'il y a une valeur en soi, C'est ça. de nature, par nature. Ouais. Or, si on considère que la valeur est subjective, qu'elle dépend de l'appréciation individuelle de chacun, eh ben en fait, rien n'a de valeur intrinsèque, n'a de valeur en soi. En revanche, il y a des usages non monétaires qui découlent de qualités objectives des choses. L'or, son usage non monétaire, c'est évidemment les bijoux, l'aspect décoration, etc. Et puis certains usages industriels. Le Bitcoin, on peut considérer qu'il a des usages non monétaires, qui est d'être, par exemple, notamment une infrastructure de paiement décentralisée révolutionnaire, qui permet du paiement final, rapide, euh, à coût très réduit, de manière programmable sur Internet. Ça, en fait, c'est un usage non monétaire. Et on peut considérer que la valeur de marché de l'unité Bitcoin va dépendre notamment de l'appréciation par le marché de, de la, de l'intérêt de cette infrastructure de paiement. Et puis il y a un deuxième usage non monétaire de Bitcoin, c'est l'eurodatage décentralisé. Qui a un usage, qui a un intérêt industriel, juridique dans certains domaines de l'activité économique, qui est beaucoup plus efficient que l'eurodatage centralisé, qui fait appel à des entités centrales, des acteurs individuels qui sont corruptibles, qui ont un coût, qui sont faillibles, etc. Bon, ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle la valeur travail. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que la valeur des choses vient du contenu en travail qui est inclus dans ces choses, la quantité de travail qui était nécessaire pour produire ces choses. Et il y a une version plus sophistiquée qui est popularisée notamment par Pierre Noisa, consistant à dire la valeur des choses vient de la quantité d'énergie L'énergie. qui a été utilisée pour les produire. Et moi, je n'arrive pas à comprendre l'intérêt de ces théories. Elles peuvent être très sophistiquées, très séduisantes intellectuellement, mais pour moi, elles relèvent plus de la métaphore que de la compréhension profonde des choses. Elles viennent notamment de théories de Ricardo, Ricardo qui a influencé Marx là-dessus, consistant à dire, si on veut réfléchir à la valeur économique des choses, il faut regarder la quantité de travail qui a été nécessaire pour produire ces choses. Et en fait, la révolution marginaliste qui a eu lieu à la fin du 19e siècle a, me semble-t-il, réfuté ces approches. Et les marginalistes, ce ne sont pas que des Autrichiens, puisque c'est une révolution qui a eu lieu en même temps dans trois endroits différents, avec des théoriciens et des auteurs qui ne se connaissaient pas, qui ne se parlaient pas. Et c'est ça qui est très intéressant. Dans l'histoire, il y a des innovations majeures en technologie ou en réflexion, en sciences, pas seulement sciences de la nature, mais aussi sciences humaines, qui ont lieu au même moment, à des endroits différents, sans lien entre les gens. Tout simplement parce qu'elles sont le résultat d'une longue évolution intellectuelle et scientifique qui fait qu'à un moment donné, les choses sont prêtes. Voilà. Et la révolution marginaliste, il y a eu trois grands auteurs, hein, c'est Menger, Walras et Jevons. Et ils ont pratiquement dit la même chose avec des mots différents, des méthodes un peu différentes, mais consistant à dire que sur un marché, les prix se forment à partir de l'utilité marginale des choses. L'utilité étant appréciée par chaque individu. En Et fonction des qualités objectives dont tu parlais. en fonction des qualités objectives, mais ils apprécient ces qualités objectives pas en soi, mais par unité additionnelle. C'est-à-dire que un litre d'eau, si on a très très soif et qu'on est dans le désert, eh ben, chaque unité additionnelle va valoir très très cher.
Sauf qu'au bout de 1 000 litres d'eau ou d'1 million de litres d'eau, même si on est dans le désert, même si on avait très soif au début, bah en fait, le millième litre d'eau, il aura plus aucun intérêt pour nous parce qu'on n'aura plus soif. Donc, on ne sera pas prêt à l'acheter ou alors on sera prêt à l'acheter à un prix complètement dérisoire. Et donc, on ne peut comprendre la formation des prix sur un marché qu'en raisonnant de manière marginaliste, à la marge. Et ça a été une rupture intellectuelle majeure. Et on n'a plus besoin de passer par la valeur travail pour comprendre les choses. Parce que, en fait, la valeur travail ne permet pas de comprendre de manière aussi fine la formation des prix sur un marché. Parce que elle suggère qu'une chose gardera la même valeur, quel que Oui. soit le nombre d'unités qu'on va échanger. Ce qui est faux, en fait, c'est factuellement faux. Oui, et puis donc peu importe la valeur travail qu'il a fallu pour produire quelque chose, il faut quand même qu'en face, enfin, il faut qu'il y ait une utilité, il faut qu'il y ait un besoin pour que, et donc une demande pour que pour que en face de la valeur travail, bah, il y a aussi ouais, une valeur perçue dans l'utilité, le besoin, parce que sinon on aura beau avoir produit, mobiliser une quantité de travail pour produire cette chose, si elle ne trouve pas preneur en face, bah finalement, est-ce qu'elle a vraiment de la valeur? Voilà, et il ne s'agit pas seulement de débats théoriques intéressants, ça a des applications concrètes, c'est-à-dire que il y a des révolutions politiques qui peuvent découler de ce type d'analyse. Et Marx et le marxisme et le totalitarisme du communisme tout au long du XXe siècle viennent en partie de ce malentendu. C'est-à-dire que si on croit qu'il y a une valeur objective des choses qui dépend de la quantité de travail, ça veut dire que il- ça peut ensuite justifier la théorie de l'exploitation par le capitaliste sur le travailleur. Si on estime que le travailleur, en injectant du travail dans une chose, se fait spolier objectivement par le capitaliste qui, lui, n'a pas travaillé autant, etc., Voilà, ne produit ensuite, rien. ça justifie la dictature du prolétariat, la révolution, la transformation de la société par la violence au service d'une fin incroyablement noble. Et ça mène au totalitarisme. Et donc, ce sont des réflexions qui sont importantes. Et même la théorie de l'énergie, la théorie de la valeur fondée sur l'énergie, je prétends pas qu'elle risque de mener au totalitarisme, mais si elle aboutit à dire qu'il y a une valeur objective des choses, il faut bien réfléchir aux conséquences, parce que la conséquence, ça veut dire que un échange peut être plus ou moins juste, même si les deux parties sont d'accord entre elles et ne sont pas euh, influencées par une tierce partie, par la coercition. Et si cet échange entre deux parties libres peut être considéré comme injuste à cause de cette théorie du contenu en énergie, eh ben, en fait, ça risque de justifier une intervention de la tierce partie, qui est l'État, pour réguler l'échange, pour l'encadrer, pour le piloter. Et là, ça risque de justifier une nouvelle forme d'interventionnisme public qui est problématique. Il faut bien mesurer les conséquences de ce que ça représente. Ouais, bah, c'est ce que tu avais bien montré la dernière fois quand on avait parlé des lois antitrust, hein, c'est-à-dire que euh, l'administration publique impose des tas de réglementations débiles, etc., qui font que bah, tu peux pas, tu peux pas permettre une vraie concurrence parce que tu vas complètement freiner tout un tas d'acteurs qui vont pas, qui vont être bloqués en fait par toutes ces règles administratives que tu vas leur mettre. On le voit aujourd'hui sur le développement, par exemple, de l'écosystème crypto. La conformité qui est imposée, bah, elle représente des coûts. Il faut de l'argent, il faut des équipes pour ça. Et les entreprises le disent elles-mêmes, hein, ça représente des proportions importantes de leur budget. Donc, ça favorise l'émergence de monopoles. Et en fait, une fois qu'il y a le monopole, là, la puissance publique revient frapper à la porte pour dire, bah voilà, on est nous sommes le preux-chevalier protecteur voilà, du consommateur. Et donc, vous êtes en position de monopole. Donc, on va casser ça.
Alors que, bah, au départ, il y a un interventionnisme qui finalement est à l'origine de l'émergence de ces gros acteurs, de ces super acteurs, qui sont finalement les seuls à pouvoir s'accommoder, on va dire, de toutes ces règles, toute cette lourdeur administrative, de toute cette conformité. Et en fait, on empêche plein de petits acteurs de venir émerger et proposer eux aussi leurs solutions, leurs produits et donc leur concurrence. Euh, je voulais revenir aussi sur le côté horodatage que tu as cité, parce que en mars 2025, on a un tribunal de Marseille qui a reconnu pour la première fois la valeur probatoire d'une information horodatée sur la blockchain Bitcoin, d'ailleurs, hein, c'était sur Bitcoin, et Ouais. c'était un litige de propriété intellectuelle entre deux entreprises, voilà, qui revendiquaient la propriété de croquis, il me semble. Et donc, voilà, le litige a notamment pu se régler parce qu'il y avait eu un eurodatage d'informations sur la blockchain Bitcoin. Et donc, maintenant, voilà, on a une jurisprudence qui a accordé une valeur probatoire à ce type d'information. Et donc voilà, bah là on est typiquement effectivement sur un usage non monétaire de Bitcoin. On pourrait parler aussi de l'industrie énergétique qui s'est développée autour de Bitcoin et notamment de son minage. Aujourd'hui, on a des cas super intéressants comme le Texas qui équilibre des réseaux électriques grâce à du minage. Et ça, c'est pareil, c'est un usage non monétaire et ça a des conséquences très concrètes sur la vie des gens, sur le développement économique de l'État, le développement des énergies renouvelables, le fait d'avoir des coûts de production qui baissent et donc attirer des entreprises, des industriels. Donc, il y a même une étude, je crois, de l'Université de Géorgie qui a montré que équilibrer un réseau électrique, ça permettait de réduire ses émissions de CO2 par rapport à un réseau qui va avoir un fonctionnement erratique, parce qu'on va être en permanence en train de couper des infrastructures de production ou de les relancer par rapport à l'évolution de la demande. Et en fait, cette étude-là a montré que finalement, un fonctionnement comme celui-là génère plus d'émissions de CO2 que si on a un réseau qui est équilibré. Bitcoin aujourd'hui, il permet ça via son minage. Voilà. Donc là, on est Et sur d'ailleurs, c'est aussi. en fait une des deuxièmes remarques une des remarques comment dire prioritaires qu'on entend quand on discute avec des non-bitcoiners. Après, ton truc, ça ne repose sur rien. En général, il y a, mais ton truc, il pollue Il ou il consomme de consomme l'énergie trop, ou ou alors même il voilà, c'est ça, consomme trop d'énergie, trop c'est même d'électricité. au-delà de polluer, c'est juste il consomme de l'énergie quoi. Voilà, voilà. Et donc, ça amène aussi chacun d'entre nous à réfléchir à ce que c'est que l'énergie, qu'est-ce qu'un réseau électrique. Et là encore, on est assez mal formé là-dessus, à part les gens qui travaillent dans ce domaine-là ou qui l'étudient. C'est difficile, ce sont aussi des sujets très complexes. Mais donc, dès qu'on se renseigne un peu, on comprend que, bon, effectivement, d'abord, énergivore n'est pas polluant. Ça dépend de quel type d'énergie est utilisé. Et puis ensuite, on se rend compte qu'il existe des surplus d'énergie immenses qui ne sont pas exploités sur Terre et que Bitcoin peut permettre de les exploiter. Et puis, on se rend compte aussi que les réseaux électriques sont des choses très fragiles et très sensibles à des aléas et que, il y a peu de clients de ces réseaux qui peuvent se débrancher rapidement en cas de saturation et que les mineurs ont un intérêt pour ça. Et alors, donc, tu citais donc certains exemples. Après, je voulais revenir sur ce que tu as dit. Tu as dit que c'est un usage non monétaire de Bitcoin. Et là, j'avais pas tellement pensé à cette idée. Est-ce qu'on peut dire que c'est un usage non monétaire de Bitcoin? Je suis pas certain. Je dirais que c'est en fait une des vertus un peu inattendues et pas forcément financières de Bitcoin. Mais je ne sais pas si on peut dire que c'est un usage non monétaire parce que dans les deux autres cas, infrastructure de paiement et horodatage, on utilise le réseau Bitcoin concrètement en bougeant les unités Bitcoin, sans passer par la case conversion en fiat. Alors que dans le cas des sujets énergétiques, il me semble qu'à chaque fois,
ces modèles économiques ne fonctionnent que parce qu'il y a une conversion en fiat. Mais je ne suis pas totalement sûr de moi là-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ouais, moi je pensais plutôt à quand ouais quand je disais usage non monétaire, je pensais plutôt pour bah, l'entité État du Texas par exemple, Hmm. elle dans sa volonté d'utiliser le minage de Bitcoin, c'est absolument pas dans une volonté monétaire ou dans une volonté d'utiliser Bitcoin par rapport à cet aspect monétaire quand l'État du Texas, quand il utilise le minage, lui, c'est dans une utilité qui est purement industrielle pour son industrie électrique, pour son réseau électrique. Parce que bah, ça l'aide en fait à faire fonctionner correctement son réseau. Donc côté État du Texas, il y a un désintérêt complet dans cet usage-là, à mon sens, il y a un désintérêt complet de l'aspect monétaire que peut représenter Bitcoin. C'est pas du tout ce qui les intéresse quand ils viennent utiliser le minage. Alors, les mineurs, eux, par contre, bah, ils perçoivent les récompenses, les récompenses en Bitcoin en faisant fonctionner leur machine. Et ils sont indemnisés par l'État chaque fois qu'on leur demande de couper leur machine pour pouvoir récupérer le flux d'électricité et le réorienter vers d'autres besoins. Donc là, effectivement, il y a Hmm. c'est vrai que du côté des mineurs, c'est pas la même Hmm. c'est pas la même posture. Mais voilà, moi c'est plutôt C'est vrai, tu as raison de dire que l'État du Texas, du coup, il va s'intéresser à Bitcoin pour autre chose que pour ses vertus monétaires. Donc ça, c'est juste. En même temps, il va pas utiliser le réseau Bitcoin, l'État du c'est Texas. vrai. Il va simplement permettre à des utilisateurs de ce réseau C'est vrai. de se connecter au réseau Bitcoin. Ouais, ce n'est qu'un outil, ce n'est qu'un Hmm. outil pour Hmm. lui, effectivement. Hmm. Hmm. Effectivement. Euh, Bah, justement, à propos de l'infrastructure de paiement, je m'étais noté aussi bah, qu'est-ce que Bitcoin nous apprend sur les réseaux de paiement actuels et l'industrie des paiements. Hmm. Bah, déjà que l'industrie du paiement, c'est la première industrie au monde, c'est celle qui génère le plus de revenus au monde. Il y a aussi souvent des gens. Je sais pas si c'est la première industrie au monde. T'es sûr? Bah c'est souvent ce qui est dit. Michel Kazaka, par exemple, c'est ce qu'il explique souvent, que l'industrie des paiements, ouais, c'est celle qui génère le plus de revenus au monde. En fait, Euh, je viens de demander à ChatGPT et il me dit qu'en 2025, l'industrie qui génère le plus de revenus au niveau mondial, c'est celle des assurances vie et santé, avec un chiffre d'affaires de ah, 5 500 milliards de dollars. Et dans l'ordre, les 10 principales industries mondiales par le revenu en 2025, c'est l'assurance vie et santé, 2, vente de voitures et automobiles, 3, immobilier commercial, 4, fonds de pension, 5, exploration et production de pétrole et de gaz, 6, fabrication de voitures et mais d'automobiles. ah ouais, c'est par rapport à quoi C'est en revenu, en revenu en dollars en 2025. Et Ok. c'est ChatGPT qui me dit ça, mais après, bon, je ne sais pas Bah, c'est quelle est peut-être hein. peut-être que c'est pas en revenu, mais j'ai le souvenir effectivement de Michel qui positionne l'industrie des paiements comme la première, mais c'est peut-être pas par Après, c'est rapport au peut-être en revenu. flux, mais en flux, à ce moment-là, c'est logique, puisque ce sont des flux en fiat, en monnaie. Oui. Tu vois. C'est l'industrie qui permet le fonctionnement des flux monétaires du monde. Donc, si on considère que c'est en flux, c'est normal que ce soit la première industrie. Et ça, faudrait que je revérifie effectivement. Est-ce que c'est en flux, est-ce que c'est en revenu? Mais par contre, oui, je sais qu'il en parle régulièrement comme ça, comme de la première industrie au monde. Il y a aussi souvent des gens qui font l'amalgame entre Visa ou Mastercard et Bitcoin. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qu'on apprend. C'est que bah oui, Visa et Mastercard, ce sont
des infrastructures de paiement, des réseaux de paiement, mais la différence, c'est que sur Bitcoin, on a aussi l'unité d'échange native, alors que sur Visa et Mastercard, bah, on fait circuler des monnaies fiat, des euros, des dollars. Donc c'est pas des unités qui sont natives à ces réseaux-là. Et Oui, de ce puis point de vue-là, Bitcoin permet de comprendre les systèmes actuels et en même temps, c'est un facteur de difficulté pour comprendre Bitcoin, cette chose. Le fait que Bitcoin soit la seule entité qui intègre une infrastructure de paiement et une infrastructure monétaire, les deux étant dissociés dans les économies contemporaines. Et moi, j'ai mis du temps à comprendre ça, hein, d'ailleurs. Et quand je l'ai compris, j'ai eu l'impression vraiment de franchir un pas non négligeable dans ma compréhension de Bitcoin. Et en même temps, dans ma compréhension du monde, du monde moderne, c'est vrai. Ouais. Et puis, bah, ce qui nous apprend aussi sur les réseaux de paiement, c'est bah, dans la comparaison avec Bitcoin, c'est que bah, finalement, aujourd'hui, est-ce que nos réseaux de paiement sont si optimisés que ça? Ouais. Parce que bah, aujourd'hui, on a un réseau Bitcoin qui permet de faire des transferts, ouais, des transferts, des transactions transfrontalières jusqu'à l'autre bout de la planète en quelques minutes et à des frais qui sont incroyablement bas par rapport à... Je pense à Sébastien Gouspiou qui cite souvent des exemples quand il parle, lui, de ses fournisseurs chinois, par exemple, quand il a besoin d'acheter des lots de machines et qu'il faut qu'il envoie un paiement à son fournisseur chinois, il explique souvent, bah, si je passe par un virement bancaire classique, sur 300 000 euros, par exemple, je vais payer je ne sais pas combien de frais. Le virement, il peut prendre une semaine, 2 semaines à arriver à l'autre bout. Avec Bitcoin, j'envoie ça en 10 minutes et ça me coûte, et ça me coûte quasiment rien. On voit régulièrement des transactions qui sont partagées sur les réseaux. Tiens, il y a telle baleine qui a transféré 100 millions en Bitcoin et ça lui a coûté, je sais pas, 12 centimes de dollars de frais. Donc, des choses qui sont complètement inimaginables avec les réseaux de paiement actuels et du coup qui remettent en cause, bah, ok, donc finalement, est-ce que nos réseaux de paiement aujourd'hui sont si adaptés que ça, sont si optimisés que ça. Oui, Euh, on découvre des choses sur nos réseaux de paiement en s'intéressant à Bitcoin. Comme tu dis, en fait, il y a peut-être ouais, trois, quatre grands sujets. D'abord, on ne peut pas faire de micro-paiement avec les réseaux de paiement actuels. Je ne peux pas envoyer des flux d'un centime sur Internet. C'est techniquement pas possible. C'est dû au fait que les coûts d'intermédiation rendent les micro-paiements non économiquement rentables. Donc, ils sont interdits. Ils ne sont pas possibles. Ensuite, on ne peut pas envoyer à l'étranger très facilement des grosses sommes avec les réseaux bancaires traditionnels. C'est extrêmement compliqué, c'est archaïque. Et puis ensuite, on se rend compte que les réseaux de paiement traditionnels sont très fragiles et vulnérables à la fraude. Il y a sans arrêt de la fraude bancaire, et donc ça engendre des coûts d'assurance énormes. C'est des milliards et des milliards de dollars chaque année de fraude bancaire qui justifient des assurances qui sont payées par qui? Par nous, par les consommateurs. Ce coût n'est pas toujours révélé, mais il existe et il contribue à renchérir le prix des choses qu'on achète. Euh, alors que Bitcoin n'a jamais été piraté, en fait. C'est le système de paiement le plus sûr qui ait existé dans l'histoire de l'humanité. Alors que les pirates les plus talentueux du monde essaient de le pirater depuis le début et n'y arrivent c'est pas. ça. Bah, c'est le réseau le plus attaqué au monde. Effectivement, il y a eu deux petits incidents dans ces premières années. Je crois que c'est 2010 et 2013 de mémoire, mais depuis 2013, la blockchain Bitcoin, le réseau Bitcoin, en fait, tourne de façon ininterrompue. Voilà, Ouais. Moi, je connais qu'un seul incident, c'est celui qui a eu lieu en 2010 ou 2011. C'est un développeur qui a trouvé un bug et qui a annoncé qu'il allait pouvoir créer des milliards et des milliards de bitcoins. Et ensuite, tout le monde s'est mis d'accord pour résoudre ce bug.
Et donc ça a été réglé de cette manière. Mais le deuxième que tu décris, je me souviens pas, c'est quoi? Alors, je vais essayer de retrouver ça. Je vais essayer de retrouver ça. Mais en tout cas, effectivement, il y a un sujet aussi là-dessus, parce que aujourd'hui, en fait, il y a, en termes de réseau informatique, il n'y a rien de plus robuste, en fait, que Bitcoin. Et ça, les gens le savent pas, les gens le savent pas forcément. Aujourd'hui, la puissance de calcul du réseau Bitcoin, en fait, est énorme. Si on compare, par exemple, à Google, qu'on peut considérer comme voilà, le numéro un de la planète, et ben pourtant, Google aujourd'hui pèse pas lourd en termes de puissance de calcul par rapport au réseau Bitcoin. Oui, c'est ça. Ouais, les paramètres de la sécurisation de Bitcoin, c'est la puissance de calcul, le niveau de décentralisation des nœuds, c'est les deux paramètres principaux. Et puis on peut ajouter aussi le type de gouvernance du protocole open source, le style de cryptographie présente dans le protocole, et puis la culture de la communauté aussi. La culture relativement conservatrice de la communauté pour modifier le protocole. C'est peut-être un paramètre de sécurité aussi. Et tout ça est en train d'être reconnu par les grands acteurs institutionnels. Wall Street, les grandes banques, les grands fonds et maintenant des États se rendent compte que le système Bitcoin est le plus sécurisé au monde et en tirent des conséquences financières. C'est-à-dire qu'il vaut mieux en avoir plutôt que pas. Il vaut mieux détenir cette chose, cette unité qui est la plus sécurisée au monde, plutôt que de ne pas en détenir. Ouais, voilà, ça, j'ai retrouvé, tu vois, l'ensemble de l'infrastructure de Google représenterait aujourd'hui moins de 1% de la puissance de calcul du réseau Bitcoin. Hmm. Donc, En c'est pour capacité de dire, calcul. Ouais. voilà, c'est ça. Et en fait, en termes de puissance de calcul, si on fait l'historique, moi en fait je fais la comparaison avec une vitesse en mètres par seconde ou en kilomètres par seconde pour permettre de mieux conceptualiser ça, parce que si on donne, si on parle de méga H, d'exa H, voilà, Ouais, c'est difficile d'imaginer c'est ce que assez c'est. nébuleux, voilà. Mais en gros, en 2009, le réseau Bitcoin, il avait une puissance de calcul qui correspondait à, on va dire, une vitesse d'un mètre par seconde. En 2013, on était passé à 1 kilomètre par seconde, donc on était déjà 1000 fois plus rapide. Et en gros, aujourd'hui, on est à 1000 kilomètres par seconde. Voilà, donc la puissance de calcul de Bitcoin aujourd'hui, si on transcrit ça sous la forme d'une métaphore d'une vitesse pour parcourir une distance, bah, c'est comme si aujourd'hui on pouvait parcourir 1000 km par seconde. Ah oui, Donc, c'est la première fois que j'entends ça. Je trouve ça très intéressant comme métaphore. Ça permet effectivement de voir l'évolution de cette puissance avec une analogie, pas en nombre d'opérations informatiques par seconde, mais en distance parcourue par seconde. Et ça, c'est quelque chose qu'on visualise beaucoup mieux parce que nous autres êtres humains, on vit dans l'espace physique. Et donc la ouais, c'est distance, ça. c'est quelque chose qu'on appréhende naturellement. Alors qu'un nombre d'unités informatiques par seconde, c'est quelque chose qu'on n'appréhende pas naturellement. Ouais, c'est ça, c'est vrai, c'est super nébuleux. Donc, Ouais. voilà, moi j'aime bien le transcrire comme ça. Alors, j'ai C'est toi qui as retrouvé, inventé cette métaphore ou tu l'as découverte quelque part? alors, je ne sais pas si on peut dire que je l'ai inventé, mais disons que en fait, j'ai demandé en fait à ChatGPT une métaphore en fait pour expliquer ça. Alors, je lui avais demandé une métaphore en utilisant la vitesse. C'est pas lui qui m'a Ok. proposé la vitesse, c'est moi qui lui ai Ah proposé oui, c'est toi qui as eu une. l'idée. Alors il faudrait Voilà. voir si c'est toi qui as eu la première idée. Alors demande-lui à ChatGPT s'il connaît quelqu'un d'autre qui a utilisé cette métaphore. Mais voilà, moi, ça me paraissait intéressant, voilà, pour mieux comprendre. Alors, j'ai retrouvé le fameux incident. Donc, un incident du 11 mars 2013, ce serait une divergence, en fait, entre les versions 0.7 et 0.8 du logiciel Bitcoin qui a entraîné une scission temporaire de la blockchain. Et en fait, le problème a été résolu en coordonnant les mineurs pour revenir à la version stable. Ok, je me Euh, souviens pas du tout de cet épisode. C'est voilà, intéressant. donc Ouais, c'est un deuxième épisode que ouais. que j'ai trouvé, mais par contre,
Depuis 2013, le réseau Bitcoin, aucune interruption, donc une disponibilité de 100%, voilà, un fonctionnement Hmm, hmm, effectif de 100%. hmm. Et donc, c'est le réseau informatique, pareil, qui a le taux de fonctionnement effectif le plus élevé au monde. Aucun autre réseau Ah, informatique ne fonctionne, ne fonctionne aussi bien, ne tourne aussi bien. hmm, Voilà. Et pourtant, c'est oui, décentralisé à travers des dizaines de milliers de nœuds. hmm. Euh, L'évolution du prix à long terme est un reflet de l'appréciation par le marché de cette qualité objective du réseau Bitcoin. Ouais, c'est Son ça, niveau voilà, de on en revient, sécurisation. ouais, voilà, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. C'est vrai que en fait, voilà, il y a la valeur subjective qu'on accorde aux choses, et en fait, le prix c'est juste l'expression de cette valeur dans un médium. Donc là, en l'occurrence, les monnaies, et donc, forcément, si on dévalue lesdites monnaies, le prix augmente. On est obligé de fournir plus d'unités de ces monnaies-là si on veut pouvoir acquérir la Oui, oui, valeur d'un Bitcoin. ça c'est la composante inflationniste fiat de l'évolution du prix Bitcoin, mais supposons que les monnaies fiat ne soient pas dévaluées, qu'on arrête d'en produire sans limite et qu'elles restent stables. Comment évoluerait le prix du Bitcoin? Euh, Peut-être que le Bitcoin finirait par disparaître, hein, mais peut-être aussi que, en vertu de ses qualités objectives de sécurisation, de programmabilité, peut-être qu'il Oui, garderait quand même un usage et un intérêt. Simplement, il n'augmenterait pas de manière exponentielle son prix, ça oui, c'est c'est sûr. ça. Mais Ouais. effectivement, oui, il y a d'autres facteurs que l'inflation qui pourraient expliquer une variation à la hausse sur le long terme du prix du Bitcoin, sans Ouais. forcément que ce soit exponentiel. Mais Ouais. oui, voilà, il y a l'inflation monétaire est pas le seul critère de nature à faire en sorte que des gens accordent de la valeur à cet objet, à cet outil. Et ça serait Euh, assez intéressant d'essayer d'ailleurs de modéliser les différentes causes de la formation du prix du Bitcoin. Je ne sais même pas si c'est quantifiable. Tu vois, les différents paramètres qu'on cite, inflation, fiat, euh, reconnaissance du degré de sécurisation du réseau par le marché. Ça, ce sont deux causes très différentes. Est-ce qu'on peut évaluer leur part dans l'évolution du prix et puis et identifier d'autres causes? Je ne sais pas si des travaux sont menés là-dessus. Ce serait assez intéressant. je sais pas non plus, mais oui, effectivement, de connaître la part Hmm. enfin, oui, ce que chaque facteur représente. J'ai Euh, peur que ça soit difficile parce que ça nécessiterait en fait des enquêtes d'opinion et là on rentre dans le subjectif, le déclaratif, etc. C'est quand même faible. Mais bon, ouais. ouais, ce serait très difficile de le savoir. Mais bon, effectivement, déjà, tant que nos banques centrales n'auront pas un comportement et une gestion orthodoxe, ce Vertueux. qui a Ouais. priori a peu de chances d'arriver. Pratiquement aucune chance vu l'état des finances publiques. En fait, c'est ça la tragédie actuelle, c'est que les déficits publics et les dettes publiques ont atteint des niveaux tellement démentiels qu'on ne voit pas du tout comment, à long terme, les politiques monétaires pourraient redevenir vertueuses. En fait, c'est inimaginable. Et donc, ça a créé un des phénomènes les plus sidérants de notre époque, qui est que les États sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont installés et de promouvoir une solution alternative dans l'ordre monétaire et politique, qui est le Bitcoin. Oui, donc en fait, Bitcoin a encore de beaux jours devant lui, a priori. Parce que, voilà, a priori, il y a peu de chances que le contexte change et qu'il fasse que, oui, il y a plus, en tout cas, cet intérêt-là disparaisse. Euh, parce que oui, là, a priori, en fait, il va falloir qu'on se prenne le mur pour qu'il y ait un changement. Voilà, en espérant que on repartira pas sur la même dynamique. Toi, tu crois par exemple au retour d'un étalon sur lesquels nos monnaies seraient basées? Non, je n'y crois pas pour les prochaines années, voire les prochaines décennies. Je pense que les États vont plutôt faire tout ce qu'ils peuvent pour sauver le système fiat en accélérant euh, à l'aide des monnaies numériques de banque centrale.
qui n'est qu'en fait un prolongement du système Fiat par de nouveaux moyens technologiques. Et je pense que pour imposer ces outils, ils vont avoir besoin de la coercition, parce que ces outils ne seront pas adoptés spontanément par le marché. On le voit au Nigeria, par exemple, hein, le Nigeria qui a Voilà. une monnaie numérique. On voit d'ailleurs l'espèce de farce que ça a été au Nigeria, mais les États occidentaux vont trouver des moyens peut-être plus progressifs et plus ingénieux, mais l'objectif sera le même. Euh, et je pense qu'ils vont échouer, que ça va créer des catastrophes et que ça va finalement promouvoir Bitcoin. Voilà. Ok, ok. Bon bah écoute, Yorick, merci beaucoup. Je pense qu'on est arrivé au bout de, enfin au bout. Je pense qu'on peut continuer encore, encore un moment, mais là déjà, je pense qu'on a fait un bon tour. Donc bah ouais, je te propose de conclure, de conclure là-dessus. Merci à toi d'avoir répondu présent et d'avoir participé. C'était très intéressant. J'ai pas vu le temps passer. Ok, bah moi non plus. Merci à toi pour cette discussion intéressante et sympathique. Et puis à bientôt, à la prochaine. Avec plaisir, à très bientôt, voilà, pour reparler de tous ces sujets-là. Et donc, bah oui, à très bientôt pour le prochain live de la BBS. Ok, salut Nathan. Salut Yorick, bonne fin de journée.